Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du professeur et économiste Richard Wolff pour discuter de l'état de l'économie américaine et mondiale. Alors, professeur, je suppose que nous pouvons commencer par décrire l'état actuel de l'économie américaine. Au cours des 3 dernières décennies au moins, nous avons vu les niveaux d'endettement exploser. Vraiment à un moment où les États-Unis, je suppose, auraient dû imposer une plus grande discipline budgétaire. Mais à quel point les problèmes économiques auxquels nous faisons face sont-ils sérieux? Eh bien, laissez-moi aller directement à la conclusion, puis revenir en arrière pour expliquer comment j'y suis arrivé. Comme vous pouvez le voir à mes cheveux, je suis plus âgé. Je suis né et j'ai grandi aux États-Unis. J'ai travaillé ici et vécu ici toute ma vie. C'est la pire condition de l'économie américaine de ma vie. J'ai été professeur d'économie toute ma vie, adulte. Je suis le produit des universités d'élite des États-Unis, où ils ont essayé très fort, avec un certain nombre de très bons enseignants, de me persuader que le capitalisme était le meilleur système économique possible que la race humaine pouvait atteindre, et que mon travail était d'aller l'expliquer aux gens une fois que j'aurais mon doctorat, afin de récolter tous les bénéfices que ce système économique merveilleux offrirait. Ils ont essayé très fort de me persuader, mais ils n'ont pas réussi. Dans mon éducation, j'ai posé de nombreuses questions, et ils ne m'ont pas fourni de réponses suffisantes. Je veux vous faire savoir que je viens d'une perspective critique sur le capitalisme. Au cours des 4 dernières décennies, nous avons vécu aux États-Unis une redistribution massive de la richesse et des revenus du bas et du milieu vers le haut. Les noms d'Américains connus dans le monde entier de nos jours tendent à être des noms comme Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk ou Jeff Bezos, etc. La classe des milliardaires ici aux États-Unis, et si vous avez déjà voulu comprendre leur importance, eh bien, allez voir les photos de l'inauguration du président Trump, où il avait assis derrière lui sur la plateforme les milliardaires les plus riches qu'il pouvait rassembler, une demi-douzaine de personnes. La première chose à comprendre à propos de l'économie américaine est qu'après presque un siècle et demi de construction de sa soi-disant classe moyenne, se définissant comme un pays à succès de classe moyenne qui n'avait que quelques pauvres d'un côté et quelques très riches de l'autre, elle était de par et pour la grande majorité de la classe moyenne. Cela est allé jusqu'à faire en sorte que ceux qui aimaient cet arrangement se réfèrent aux États-Unis comme à une véritable société sans classe et se vantent qu'elle l'était plus que, disons, l'Union soviétique, leur ennemi de la guerre froide. Il peut être difficile de maintenir une société aussi extrêmement inégale que celle-ci économiquement. Mais c'est encore plus difficile de le faire si vous avez construit une idéologie de l'exceptionnalisme américain autour de la notion d'une immense classe moyenne. Cette immense classe moyenne a disparu maintenant, et les gens de ce pays le savent. Ils sont en colère, amers, déçus, et beaucoup d'entre eux sont remplis de rage. Cela a créé l'opportunité pour des politiciens démagogues que notre pays génère tout le temps, de trouver un terrain fertile pour cultiver quoi? Le bouc émissaire qui alimenterait le mécontentement. Les gens veulent savoir quel est le problème. Que s'est-il passé? Pourquoi la classe moyenne dans laquelle je suis né n'est-elle plus là? Pourquoi la classe moyenne que je voulais présenter à mes enfants n'est-elle plus accessible pour eux? Et nous avons les démagogues qui offrent des explications. Numéro 1, les horribles immigrants. Plutôt remarquable dans un pays composé presque entièrement d'immigrants, ayant tué tous les peuples qui étaient ici avant l'arrivée des Européens. Les immigrants. Numéro 2, les personnes noires et brunes.
Numéro 3, les femmes. Et numéro 4, les étrangers. N'importe quels étrangers, qu'ils soient ici ou à l'étranger. M. Trump est président parce qu'il savait comment parler à comment mobiliser cette population autour de ses griefs économiques. Et il l'a fait en les concentrant sur d'autres questions qui permettraient au moins d'exprimer leur rage. Alors, soudainement, nous avons des personnes sérieuses, extrêmement agitées, à l'idée qu'un homme en train de devenir une femme, ou vice-versa, puisse utiliser une salle de bain qui n'a pas été initialement conçue pour eux. Nous avons des débats sérieux sur ce sujet. D'accord. Quelles sont les implications économiques? Eh bien, vous en avez mentionné une, la dette extraordinaire de ce pays. Et laissez-moi passer un moment là-dessus avec vous. Le niveau de la dette de notre gouvernement atteint des records que nous n'avons jamais vus auparavant. En gros, les chiffres, 35 000 milliards de dollars de dette, 25 000 milliards de dollars de PIB. C'est un problème sérieux dans la plupart des pays. Nous n'avons jamais eu ce genre de niveau de dette auparavant, et c'est en temps de paix relativement parlant. Nous ne sommes pas dans une grande guerre, nous sommes toujours dans de petites guerres, mais nous ne sommes pas au niveau des guerres mondiales 1 et 2. Et pourtant, nous accumulons des déficits de plusieurs milliers de milliards de dollars année après année. Ainsi, le gouvernement est à un niveau d'endettement record. Ce qui est moins connu, c'est le fait que notre dette d'entreprise est également à un niveau record. Nous n'avons jamais eu un secteur d'entreprise, un secteur commercial, avec autant de dettes qu'aujourd'hui. Environ 20% de nos entreprises ont été qualifiées d'entreprises zombies. Pourquoi? Parce qu'elles sont incapables de gagner suffisamment d'argent pour rembourser leurs dettes, et la seule façon pour elles de continuer est d'emprunter davantage pour rembourser la dette qu'elles ont déjà. Personne ne sait comment gérer cela. Nous restons là, nous le voyons. Il n'y a rien de secret sur aucune de ces statistiques. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un signe de bonne santé. Et enfin, nos propriétaires, nos ménages sont également à des niveaux d'endettement record. Je ne peux qu'ajouter que le niveau de délinquance qui est mesuré ici, si vos dettes ne sont pas payées pendant plus de 90 jours, 3 mois, alors vous êtes considérés comme délinquants, et nos taux de délinquance sur les dettes de cartes de crédit, etc., sont à des niveaux records. Nos concitoyens sont embourbés dans 4 types de dettes. La plus importante est la dette hypothécaire. Les Américains qui possèdent leur propre maison ne possèdent pas ces maisons. Les banques possèdent les maisons, et les personnes qui y vivent paient à la banque une hypothèque mensuelle, qui est un paiement couvrant la dette qu'ils ont dû contracter pour acheter la maison, plus les intérêts sur cette dette. C'est le plus grand. Le deuxième plus grand est les prêts automobiles. Les Américains ne peuvent pas se permettre ni leur maison ni leur automobile, alors ils empruntent. Le troisième est la dette de carte de crédit pour tous les achats quotidiens. Et le quatrième est la dette étudiante. Quand j'étais étudiant ici, emprunter de l'argent était l'exception relative. Maintenant, emprunter de l'argent pour obtenir un diplôme de licence est la norme. La seule différence est qu'avant, un diplôme de licence vous garantissait un emploi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, si vous regardez la dette et ce qu'elle vous apporte, nous sommes à un niveau de dette indescriptible. La dernière chose, et puis je m'arrête, sinon, vous savez, je suis comme un jouet à remonter. Je continue simplement. La dernière chose est, d'une certaine manière, la plus importante. L'Empire américain qui a remplacé l'Empire britannique il y a environ 100 ans, plus ou moins, a connu une ascension pendant la majeure partie du XXe siècle et il n'est plus en train de monter. Il est maintenant en déclin.
Où que vous regardiez, la part des exportations mondiales que représentent les États-Unis est nettement inférieure à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. La part des importations dans le monde que représentent les États-Unis, même chose. Le rôle du dollar parmi d'autres devises, même chose. Le déclin est partout. Il va de pair avec un déclin militaire. Je sais que ça peut vous sembler bizarre, mais nous sommes très conscients ici que nous avons perdu la guerre au Vietnam, nous avons perdu la guerre en Afghanistan, nous avons perdu la guerre en Irak et nous sommes en train de perdre la guerre en Ukraine. C'est compris maintenant. D'autres pays, en particulier la Russie, ont mieux réussi à moderniser et à construire leur armée que ce pays. Et l'empire des États-Unis est en déclin. C'est fini. Il ne peut plus faire, il ne peut plus se permettre ce qu'il faisait auparavant. Il ne rapporte plus la richesse pillée du reste du monde comme il le faisait autrefois. Partout dans le monde, les banques centrales réduisent l'utilisation du dollar comme réserve contre leur propre monnaie. Le dollar est toujours important, mais pas comme il l'était il y a 20, 40, 60 ans. Le yen japonais, l'euro européen, le yuan chinois deviennent des remplaçants, tout comme l'or. La hausse extraordinaire du prix de l'or d'environ 50% au cours des 2 ou 3 dernières années témoigne du déclin du dollar, car elle pousse toutes sortes de détenteurs de richesses à se détourner du dollar pour se tourner, entre autres, vers l'or. Je pense donc que l'on peut voir presque partout le déclin d'un empire affaiblissant une économie et une économie plus faible rendant le déclin de l'empire encore plus fort. C'est une période très dangereuse. Dernier point. Ici aux États-Unis, la principale réponse à tout ce que je viens de dire et bien plus encore qui pourrait être dit dans le même sens a été ce que les psychologues appellent le déni, c'est-à-dire, et je suppose que cela n'est pas si inhabituel parmi les empires en déclin depuis la Grèce et Rome et tout ce qui a suivi. Il est très difficile de regarder son propre empire lorsqu'il est en déclin, bien plus agréable quand il est en ascension. Et donc, nous avons le déni, ce qui signifie que nous ne discutons pas du tout de manière sérieuse du fait que nous sommes dans une période de déclin, ce qui nous impose des décisions, des politiques, des stratégies différentes de celles que nous avons utilisées au XXe siècle lorsqu'il était en ascension. Ainsi, par exemple, lors de l'élection présidentielle qui vient de se terminer entre Trump d'une part et Biden et Harris d'autre part, pas un mot sur un empire en déclin. Pas du tout. Aucun indice, aucune référence, rien de part et d'autre. Cela ne peut être évoqué dans ce pays, sauf par le nombre croissant d'entre nous qui en parlent. Et l'ironie ici est que je fais plus de discours publics aux États-Unis maintenant qu'à n'importe quel moment de ma vie, parce que les gens sont maintenant ouverts et intéressés à entendre même mon genre d'explication sur ce qui se passe. Dernière chose, si vous vous demandez pourquoi l'économie semble aussi chaotique maintenant qu'elle l'est souvent, tout ce que je viens de dire devrait vous donner le contexte pour le comprendre. Nous ne pouvons plus nous permettre l'amitié même à notre frontière nord avec le Canada ou à notre frontière sud avec le Mexique. Nous, la nation des États-Unis, sommes occupés à dire « Vous devez nous accumuler plus de richesses que vous ne l'avez fait, sinon nous vous punirons. Nous vous imposerons un tarif. Nous ferons ceci, nous ferons cela. » C'est une société qui se désintègre et tout le monde, les groupes dirigeants dans chaque pays, essaient de comprendre comment conserver la richesse qu'ils ont accumulée à un moment où l'économie globale a de plus en plus de mal à se maintenir, sans parler de croître. Par conséquent, vous avez aussi besoin de théâtre politique. Nous ne déclinons pas, nous ne rétrécissons pas, nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas.
Et vous pouvez voir cela lorsque le président annonce qu'il va faire du Canada le 51e État, qu'il va s'emparer du canal de Panama, qu'il va prendre le Groenland. De quoi s'agit-il? Il s'agit de démontrer que nous sommes dans la position opposée à celle où nous sommes réellement. Cela devrait être vu pour ce qu'ils sont, des actes de désespoir. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont l'idéologie de l'économie libérale ou du capitalisme a un peu changé. Parce que si vous remontez dans le temps, des personnes comme Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, je veux dire, ce sont de véritables figures emblématiques du libéralisme économique. Ils étaient encore une fois très prudents et préoccupés par le processus de recherche de rente. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un extrait de la richesse sans contribuer au processus de production. Et ils étaient préoccupés par l'oligarchie. Ils étaient plus en faveur du capitalisme industriel, dans lequel le gouvernement taxerait effectivement ses chercheurs de rente, construirait des infrastructures pour élever le bien commun, eh bien oui, élever le niveau de vie rendant l'économie plus compétitive. Mais nous ne voyons plus beaucoup cela. En effet, Adam Smith a beaucoup écrit sur la moralité. Il a également averti que l'inégalité économique entre les Européens et le reste du monde pourrait être problématique. De plus d'extraction et d'exploitation. David Ricardo a reconnu qu'avec chaque innovation technologique, il y avait une tendance à concentrer davantage de richesses chez le propriétaire du capital plutôt que chez le travailleur. Et il s'inquiétait que cela entraîne des inégalités économiques au fil du temps. Comme vous l'avez souligné, cela conduirait alors à l'instabilité politique et à l'exploitation. Ils avaient l'habitude de discuter de ces choses, mais maintenant, leurs idées sont devenues les leitmotifs, vous savez, du libéralisme de marché libre. C'est assez étrange de voir comment cela a progressé. Mais je voulais vous interroger sur l'effort présumé de Trump pour renverser toute cette situation. Je veux dire, l'une des choses qu'il fait maintenant, bien sûr, c'est avec Musk. Ils ont Doge, ce qui implique des réductions budgétaires drastiques, mais aussi des tarifs comme une arme très puissante pour... Eh bien, je suppose que, historiquement, cela a eu certains objectifs en termes de défense des industries nationales, mais aussi de renégociation des accords commerciaux. Cependant, il semble être utilisé très fortement comme une arme également. De plus, bien sûr, l'utilisation de la coercition économique contre les adversaires. Voyez-vous un avenir dans cela ou une capacité à renverser la situation? Ou est-ce que cela va simplement aggraver les choses? Eh bien, vous savez, pour être juste envers M. Trump, ça peut être vrai en Europe aussi, je ne sais pas. Nous avons tendance à donner aux dirigeants politiques l'idée qu'ils sont très puissants et peuvent façonner le développement économique. Je ne pense pas qu'ils le puissent. Je suis beaucoup plus convaincu que le développement économique façonne ses politiciens plutôt que l'inverse. D'une part, cela les libère. Je ne peux pas les critiquer autant parce que je ne leur accorde pas le pouvoir qu'ils veulent nous faire croire qu'ils ont. Donc M. Trump comprend en quelque sorte une grande partie de ce que vous venez de dire. Mais permettez-moi de vous donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles le scepticisme est de mise. Premièrement, j'ai fait quelques recherches et je peux vous montrer que 11 des derniers présidents que nous avons eus, Bush, Clinton, Obama, tous, chacun d'eux a promis à rester aux États-Unis. Il n'y a absolument rien de nouveau dans le fait que M. Trump fasse la même promesse. Le problème est que les 11 autres n'ont jamais réussi à le faire. Tout le monde l'a promis. Aucun président ne l'a réalisé. Cela signifie que les chances contre M. Trump sont élevées, premièrement. Deuxièmement, une grande partie de ce que fait M. Trump est un théâtre politique exagéré, et il le fait parce que cela l'a amené au pouvoir.
les mises en scène de la colère, d'être un suprémaciste blanc, d'être un passionné des armes, d'être un opposant à l'avortement. Il est simplement allé plus loin que les candidats précédents du Parti républicain dans ces domaines, parce que cela parlait à la colère de la base, et cela a fonctionné. Cela l'a amené à être président. Il continue maintenant, mais c'est surtout du théâtre. Je vais vous donner l'exemple qui est au premier plan de l'Amérique maintenant. Utilisez Elon Musk, ce qui est une énorme erreur, mais mettons cela de côté pour le moment. En utilisant Elon Musk, il licencie des dizaines de milliers d'employés civils fédéraux. Laissez-moi vous donner le contexte. Le gouvernement fédéral emploie 2,5 millions d'employés civils, 2,5 millions d'employés militaires supplémentaires, soit un total de 5 millions d'employés fédéraux. Les gouvernements des États de ce pays, les 50 États ensemble, emploient 5 millions de civils, soit 2 fois plus d'employés civils que le gouvernement fédéral. Et le niveau de gouvernement le plus bas, ville, commune, village, emploie 15 millions de personnes. Si vous vouliez devenir plus efficace parmi les employés publics, votre premier choix serait le local. Que fait-il là-bas? Rien. Le deuxième choix serait l'État. Que fait-il là-bas? Rien. Le troisième choix serait le gouvernement fédéral qui n'a que 2,5 millions d'employés. Ce sont ceux qu'il licencie. Deuxième aspect. Si vous remontez aux années 1960 et que vous demandez combien d'employés fédéraux civils, il y avait alors 2,5 millions. En d'autres termes, au cours du dernier demi-siècle, alors que la population des États-Unis a augmenté de plus de 100 millions de personnes, le nombre d'employés civils du gouvernement fédéral n'a pas changé. En économie, cela s'appelle plus efficace, pas moins. Il n'y aurait aucune raison de les choisir. C'est du théâtre politique destiné à terrifier la classe ouvrière, ce qu'il fait, destiné à permettre au gouvernement de montrer moins d'argent dépensé. Cela plaît à la classe dirigeante parce que cela signifie que nous n'allons pas vous taxer autant que nous le ferions autrement. Mais tout cela est insignifiant. Cela ne traite aucun des vrais problèmes. Et maintenant, enfin, les tarifs douaniers. C'est encore du théâtre politique. Laissez-moi expliquer. Je vais prendre l'un des plus grands exemples, l'industrie automobile, très importante dans la vie américaine pour des raisons évidentes. L'industrie automobile a changé au cours des 30 à 40 dernières années, principalement en raison de la technologie, des frais de déplacement et de l'ALENA, l'accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, pour ne pas interférer dans le mouvement des personnes et des marchandises à travers la frontière. En conséquence, si les États-Unis imposent des tarifs douaniers au Mexique et au Canada, cela signifiera que la plupart des voitures importées aux États-Unis et l'importation de voitures aux États-Unis représente une très grande partie de notre activité automobile, seront affectées. Ils deviendront tous beaucoup plus chers, car ils devront payer plusieurs tarifs. Étant donné la façon dont les voitures sont construites, vous faites une partie au Mexique, l'expédiez au Canada, ils font une autre partie, puis l'expédient aux États-Unis, font une autre partie et elles retournent au Mexique. Très compliqué. D'accord, supposons qu'un tarif soit imposé. Ce qui se passe déjà au Mexique et est en train de détruire l'économie mexicaine, c'est la déportation des immigrants. Nous déportons des millions d'immigrants. Essayez de comprendre. Des millions de personnes renvoyées au Mexique où il n'y a pas d'emploi pour elles. Deuxièmement, lorsque vous déportez ces Mexicains, ils ne gagnent plus l'argent ici qu'ils peuvent envoyer à leur famille au Mexique, les remises. Donc, nous leur renvoyons des travailleurs pour lesquels il n'y a pas d'emploi, et nous réduisons les remises qui représentaient les gord hours surgeon Ford. Environ du they step forward to the ad.
Maintenant, vous allez imposer des tarifs qui suppriment les emplois qu'ils avaient dans l'industrie automobile si ces personnes décident de déménager aux États-Unis pour s'échapper. C'est la destruction de l'économie mexicaine moderne, et à peu près la même chose se passe au Canada. Quel genre de pays crée des troubles? La moitié du Mexique est déjà dirigée par des cartels de drogue. Nous parlons de l'effondrement de l'autre moitié. Ce n'est pas un signe de santé. C'est un signe de désespoir. Enfin, de nombreuses entreprises, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, ne savent pas quoi faire face à ces tarifs. Il est important que les gens comprennent qu'une grande entreprise ne va pas dépenser les milliards de dollars nécessaires pour relocaliser des usines, des entrepôts et des arrangements d'expédition, par exemple, du Mexique vers les États-Unis. Ils ne vont pas dépenser des milliards pour le faire. 1 an ou 2, ce qui est le minimum à prévoir pour que ça se produise, prendra plus probablement 3 ou 4 ans. Ils ne vont pas le faire parce que M. Trump a déjà montré qu'il impose le tarif puis qu'il le retire. Pour lui, le tarif est une manipulation, comme on le fait quand on est un agent immobilier, ce qu'il était en négociant sur un bien immobilier. Le bien reste là. Vous menacez ceci, vous menacez cela. C'est le jeu. Il joue à ce jeu en tant que monsieur politicien. Mais la réaction de la communauté des affaires est que nous devons attendre et voir. Nous devons attendre pour voir si le tarif est maintenu. Et par attendre, ils entendent des mois ou des années. Et si ce sont des années, M. Trump sera probablement parti, étant donné son âge, étant donné que c'est le deuxième de ses 2 mandats, et qu'il est un personnage si chaotique. Je vais vous donner un exemple. Plus tôt cette semaine, la société TikTok, une entreprise très importante, détenue par des ressortissants chinois, est sous pression de M. Trump pour que les Chinois partent et soient remplacés par des propriétaires d'Europe occidentale ou américains. Ils n'ont pas encore conclu d'accord. M. Trump veut cet accord. Alors, voici ce qu'il a dit. Si nous pouvons conclure un accord dans les 30 prochains jours, je pourrais être prêt à réduire ou à supprimer les tarifs sur la Chine. Eh bien, si la Chine est le principal ennemi des États-Unis et qu'il est prêt à retirer l'un des rares outils qu'il possède, alors à quel point les autres tarifs sont-ils sécurisés? La réponse est qu'ils ne le sont pas. Il y a maintenant une prédiction généralisée d'une récession à venir aux États-Unis cette année parce que les entreprises retiennent leurs investissements en raison de la nature chaotique de toutes les discussions sur les tarifs. Le résultat est qu'il ne semble pas que M. Trump réussira davantage à ramener la fabrication. Nous avons eu 40 ans d'un programme de financiarisation et de mondialisation néolibérale. Et c'est assez de temps, 40 ans, pour que les entreprises américaines aient déplacé d'énormes opérations vers la Chine, l'Inde, le Vietnam, le Brésil, et ainsi de suite. Et ces parties du monde sont les parties croissantes et dynamiques du capitalisme. Pourquoi une entreprise reviendrait-elle ici? Dernier point, si les tarifs sont permanents ici, il y aura des représailles. Et les représailles, qu'elles viennent d'Europe, du Canada, du Mexique ou d'Asie, nuiront cumulativement aux États-Unis. Ils ne comprennent pas cela parce qu'ils pensent être au XXe siècle et qu'ils peuvent faire cela sans craindre de représailles. Mais la Chine et les BRICS sont une véritable concurrence économique. Nous n'avons pas eu cela depuis un siècle, et nous ne savons pas comment le reconnaître, et nous ne savons pas comment le gérer. Et le résultat est ce que vous voyez. Je pense que c'est une excellente question. Cela m'amène également à ma dernière question, car je vois la même chose en Europe. C'est-à-dire, après toutes ces décennies où la coercition économique était unilatérale,
et l'idée que les sanctions étaient quelque chose que nous imposions aux autres. Maintenant que nous voyons la coercition économique et les sanctions aller dans l'autre sens, nous devons inventer de nouveaux mots pour cela, comme la guerre hybride. Et nous devons trouver des mots qui ne sont pas légitimes, contrairement aux mots légitimes, qui seraient des sanctions. Mais il y a un véritable malaise quant à la rapidité avec laquelle l'économie s'est déplacée de l'Ouest vers l'Est. Pendant la crise financière mondiale de 2008-2009, vous avez vu quelque chose de fascinant se produire dans le discours, à la fois en Chine et en Russie, à savoir qu'ils ont tous deux perdu un peu de confiance dans la capacité des États-Unis à continuer de diriger le système économique international encore longtemps. Cela a été dû au fait qu'ils ont vu les États-Unis rencontrer des problèmes pour avoir trop emprunté et dépensé, et pour sortir de ces problèmes, ils ont emprunté et dépensé un peu plus pour relancer l'économie. Encore une fois, le manque de discipline budgétaire. C'est à ce moment-là que les Chinois ont vraiment commencé à déployer l'initiative de la ceinture et de la route, ces nouvelles politiques industrielles, leur propre banque de développement, et bien sûr, les Russes avec leurs équivalents, bien que dans une moindre mesure. Mais comment voyez-vous, car contrairement à 2009, il n'y avait pas vraiment d'alternative viable. Et vous avez mentionné les BRICS, mais dans quelle mesure voyez-vous la Chine, la Russie et les autres grandes puissances? Vous pourriez bien sûr inclure l'Inde dans cette catégorie. Créer des alternatives maintenant. Et dans quelle mesure vont-ils être capables de ne pas se mettre en danger, mais au moins de créer quelques alternatives face aux problèmes financiers ou économiques auxquels nous sommes actuellement confrontés? Eh bien, mon point de vue, et je le vois aussi autour de moi, donc ce n'est pas du tout unique à moi, est que cette question a été résolue. Je veux dire, je regarde la Chine et les BRICS et je fais quelques calculs très basiques. Si vous ajoutez l'Indonésie, le dernier grand pays à rejoindre les BRICS, cela représente plus de la moitié de la population de cette planète. Les États-Unis représentent 4,5% de la population. Cela devrait vous arrêter net. De quoi parlez-vous? Si vous additionnez le PIB des pays des BRICS, cela représente environ 35% du PIB mondial. Le G7, les États-Unis et leurs principaux partenaires, c'est bien moins que cela, 27-28% du PIB mondial. Cela signifie que chaque pays africain, asiatique et latino-américain envisageant d'emprunter de l'argent, d'ouvrir ses marchés ou de trouver de nouveaux débouchés pour ses exportations, se tournait auparavant vers Washington. Londres ou Paris. Ils y vont toujours, mais une fois qu'ils ont terminé, ils envoient la même délégation à New Delhi, ou Pékin, ou Sao Paulo, et ils jouent l'un contre l'autre, ce qu'ils devraient évidemment faire. Et ils obtiennent très souvent un meilleur accord des Chinois. Et donc ce sont les Chinois qui construisent les chemins de fer partout en Afrique. Ce sont tous des signes que la marge de manœuvre des États-Unis se rétrécit. Voici l'ironie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un intellectuel de premier plan dans ce pays, George Kennan, a inventé le terme « endiguement », selon lequel l'objectif stratégique des États-Unis était de contenir le socialisme soviétique, ou peu importe comment vous voulez appeler l'Union soviétique. Et donc l'anneau de base tout autour de l'Union soviétique, l'OTAN en tant qu'alliance, l'OTAS, vous savez, tout cela. Voici l'ironie, très hégélienne. Ce sont les États-Unis qui sont en train d'être contenus maintenant. C'est le reste du monde entier qui isole les États-Unis. Si vous regardez les votes récents aux Nations Unies, c'est le monde contre les États-Unis et Israël. Je veux dire, à quel point pouvez-vous être plus isolé? Et le calcul en Ukraine, vous savez, je sais que vous suivez ce sujet, mais dans les premiers mois de 2022, il y avait ces déclarations de Biden sur le fait de mettre la Russie à genoux,
le rouble s'effondrera. Tout cela était absurde et faux. Pourquoi? Ils n'ont pas compris que si vous imposez des sanctions, ou ce qu'ils appelaient la mère de toutes les sanctions, contre les Russes, ils pourraient se tourner vers leurs alliés des BRICS, et cela ferait vraiment une différence, ce qui a été le cas. Une différence énorme. Et pas seulement l'Inde et la Chine, aussi importantes que soient ces pays, étant si grands, évidemment, étaient et sont. Mais tous, de petites manières, comme le pétrolier qui va d'un pays latino-américain quelconque en Europe, si vous regardez de près, il transporte du pétrole russe. C'est un jeu. Mais pour contourner les sanctions, il est utile d'avoir beaucoup d'amis et d'alliés aux bons endroits. C'est ce que sont les BRICS. Vous ne pouvez pas simplement le compter comme, vous savez, les chiffres. Ce sont toutes les relations qui émergent que les États-Unis sont soit incapables de contrôler, soit incapables de gagner lorsqu'ils essayent de contrôler. Mais la Chine ou l'Inde essayent autre chose qui était autrefois destiné aux États-Unis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce sont tous des signes que ce qui arrive aux États-Unis et ce qui pourrait être important pour vous de voir est un moment de vérité, ce que les Français appelleraient un dénouement. Vous allez devoir prendre une décision, soit vous asseoir et trouver un accord avec la Chine et les BRICS, soit continuer sur cette trajectoire de collision. Vous avez essayé de contenir la Chine, au moins depuis les 15 dernières années, probablement plus longtemps. Cela ne fonctionne pas. Combien de temps allez-vous continuer? Combien de temps la 7e flotte va-t-elle jouer dans la mer de Chine méridionale? Combien de temps le fantasme de Taïwan? Combien de temps la compétition des puces que les États-Unis sont en train de perdre? C'est incroyable. Et pour l'Europe, je veux dire, vous êtes pris entre deux pierres qui luttent pour comprendre comment faire fonctionner leurs relations. Et ce qu'ils découvrent tous les deux, je ne veux pas effrayer les gens, mais ils découvrent tous les deux que la lubrification serait de regarder l'Europe sombrer dans le néant, dans un endroit où les gens vont pour le tourisme et pas grand-chose d'autre. Si cela peut être fait, s'ils peuvent se partager l'Europe entre eux, cela pourrait rendre l'accord plus attrayant pour eux deux. Ensuite, ils peuvent avoir ce moment historique où les 1000 ans de domination de l'Europe prennent fin. C'est certainement l'impression que cela donne d'ici. M. Trump et la direction expriment une hostilité envers l'Europe qui est même pour moi, en tant qu'Américain, stupéfiante. Ils ont déjà décidé de vendre l'Europe et ils ne demanderont même pas beaucoup pour le faire. Oui, quand vous avez parlé de l'Amérique, qui ne veut pas reconnaître le déclin de l'Empire, il y a un développement similaire ici en Europe. Après tous ces siècles à être le sujet de la sécurité, personne ne veut admettre que nous sommes maintenant l'objet, que nous sommes les pièces. Non, nous n'avons pas de place à la table. Nous sommes les pièces déplacées sur le plateau. C'est assez remarquable à observer. Quand vous avez des choses comme Biden qui détruit Nord Stream ou Trump qui menace de prendre le Groenland, le premier réflexe est de courir et de trouver des excuses, que c'est pas si grave, et de ne pas gâcher notre relation avec nos maîtres à Washington. C'est assez troublant à regarder. Pour ne pas laisser les gens déprimés, je ne le veux vraiment pas. En ce moment, le mouvement ouvrier bouge à nouveau aux États-Unis d'une manière qu'il n'a pas connue depuis 75 ans. C'est un signe très positif. C'est lent, c'est hésitant, mais c'est militant. Et surtout, ce sont les plus jeunes qui sont les plus déterminés à changer le mouvement ouvrier de manière très clairement progressiste. Et c'est pareil pour les jeunes dans l'ensemble. Ils ne portent pas le fardeau du passé, comme le font les plus âgés. La guerre froide est un souvenir qu'ils n'ont même pas, donc tout cela est en quelque sorte disparu. Je suis connu, par exemple, sous l'étiquette de marxiste.
I'm known, for example, with the label Marxist. And that's only because I respect what I learned. C'est seulement parce que je respecte ce que j'ai appris de la tradition marxiste et je ne suis pas sur le point de le nier. Cela n'a aucun sens. Je ne prends pas cela au sérieux, mais ça va. La perspective marxiste est maintenant une perspective aux États-Unis que les gens sont intéressés à apprendre. Nous n'avons pas eu cela depuis 50, 75 ans. Tout cela est très nouveau pour nous et tout est très très positif. Nous avons des personnes qui s'identifient comme socialistes et qui gagnent des élections partout dans le pays. Toujours à un niveau bas, vous savez, au conseil municipal, au maire, ici un membre du Congrès. Mais nous avions cela, vous savez. Dire « je suis socialiste » pour Bernie Sanders était autrefois un acte de suicide politique. Ce n'est plus le cas. Sanders parcourt le pays ces 2 dernières semaines, attirant des foules plus grandes que jamais. Ce sont tous des signes. Les gens devraient être conscients qu'il y a une grande opposition aux États-Unis, très grande. Ce qui manque, c'est l'organisation. C'est le véritable défaut ici. Nous n'avons pas de tradition d'organisation politique socialiste, communiste, anticapitaliste ou d'autres types à gauche qui mobilisent les gens. Cela est en train d'être construit. C'est notre faute. C'est notre faiblesse. Mais en termes de conscience, non. La conscience de la gauche ici est dans une assez bonne position. Professeur Wolf, merci beaucoup pour votre temps. J'espère pouvoir vous revoir sur cette chaîne un jour. Absolument. L'air ravi de le faire.